Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind the Cash, vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Cette vidéo de ce samedi matin sera un peu particulière parce que je suis en train de tester un nouveau format et dans ce format, je vais répondre à vos questions. La semaine dernière, j'ai proposé aux abonnés Telegram et YouTube de Mind the Cash de me poser des questions. J'ai pas mis trop de limites sur les questions que vous pouvez poser, donc c'était pas nécessairement directement lié à la finance, donc c'était vraiment en libre choix presque. Et donc j'en ai reçu pas mal et nous allons faire un tour de ces questions dans cette vidéo. Je vous rappelle que n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour être averti quand je publie par exemple des propositions comme ça. Euh, Rejoindre la chaîne Telegram, le lien vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de mettre en like si ce nouveau format va vous plaire. Dans ce cas-là, on va le faire plus régulièrement. Et ça probablement va nous permettre de se connaître un petit peu mieux. Voilà, je commence par les premières questions que j'ai reçues la semaine dernière. Donc ça, la première question vient de Émile. Bonjour Pavel, ma question, pouvez-vous faire un breakdown de votre patrimoine pour voir vos allocations entre la bourse, l'immobilier, etc. Question vaste. Je vais essayer de répondre à cette question de manière la plus précise et en même temps la plus générale pour que ça puisse être adapté à un maximum de personnes. Déjà, la répartition de patrimoine, c'est un résultat de la stratégie que moi j'ai choisie il y a beaucoup d'années, quand j'étais encore tout jeune. Comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le répète pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est que moi j'ai démarré dans l'immobilier. Donc j'ai démarré dans l'immobilier physique. Je ne sais pas si c'est le moment de rentrer en détail pourquoi, parce qu'il y aura d'autres questions sur l'immobilier. Paradoxalement, j'ai reçu pas mal de questions sur l'immobilier dans ce projet. Euh, et en gros, la répartition de mon patrimoine, elle est fortement corrélée avec la stratégie que je choisis à l'époque. Est-ce qu'elle était bonne, est-ce qu'elle était mauvaise? Je ne sais pas, je ne pense pas qu'elle était très mauvaise, parce que finalement, je suis arrivé au résultat que je voulais. Mais dans tous les cas, probablement, on pourrait faire mieux. Donc, ce que je veux vous dire maintenant, ce n'est pas nécessairement un modèle à suivre. Donc, vu qu'on m'a posé la question, qu'est-ce que moi j'ai fait et quelle est la répartition de mon patrimoine, je vais essayer de le répondre. Donc, évidemment, l'immobilier physique pèse lourd sur mon patrimoine. Donc, c'est plus que la moitié, même beaucoup plus que la moitié de mon patrimoine global. C'est représenté de l'immobilier physique, notamment par les biens qui ont été achetés il y a beaucoup d'années et qui sont déjà payés ou qui arrivent bientôt à l'échéance. Donc, c'est de la part, vous savez très bien, si vous avez de l'immobilier, il y a la part du crédit et la part qui est déjà remboursée. Donc, évidemment, cette partie-là, si je vends tout l'immobilier, effectivement, je vais plus que doubler mon patrimoine liquide, on va dire. Donc, la première répartition, c'est l'immobilier. Je ne pourrais pas vous avancer les chiffres exacts parce que moi, je fais pas le suivi aussi précis pour. Peut-être je devrais peut-être le faire, mais en tout cas, je ne le fais pas pour le moment. Pourquoi d'ailleurs? J'ai vu qu'on parle un petit peu de manière un peu informelle, je peux vous dire. Parce que bon, d'abord, je suis super occupé, donc là, j'ai vraiment très peu de temps pour pas mal de choses que je voudrais faire. Et je ne vois pas de valeur ajoutée directe de faire ce suivi détaillé parce que, bon, ok, si je vais savoir que je suis exposé tant de temps sur ce patrimoine, de toute façon, ça ne va rien changer dans ma stratégie actuelle. Donc, je ne vais pas vendre mon immobilier parce que, bon, de toute façon, je ne vois pas de meilleure allocation pour ça. Et de toute façon, je sais dans quel actif maintenant je veux investir. Donc, dans la deuxième partie de ma vie, bon, c'est triste de le dire, mais c'est un peu le cas, parce que j'ai fait ma première partie de la vie professionnelle, et maintenant je passe sur la deuxième, j'ai traversé un équateur, on va dire, et je sais maintenant qu'ils sont actifs qui vont m'intéresser dans la deuxième partie de ma vie. Et donc pour moi, la répartition actuelle, détaillée, pour moi, ça ne change pas grand-chose. À peu près, je vous dis que ça devrait être dans les 60%, voire plus, pour l'immobilier physique. Comme vous le savez, évidemment, j'ai aussi des REITs. Donc les REITs, c'est un petit portefeuille des REITs. Même, il est petit même par rapport à mon portefeuille d'actions et surtout par rapport au portefeuille de l'immobilier physique. Je n'ai pas de portefeuille papier sous une forme des SCPI. Ça, c'est un produit qui est assez populaire en France, surtout chez la génération plus âgée. Mais en tout cas, je n'ai pas nécessairement beaucoup de critiques par rapport à ces produits. Je ne les ai pas utilisés tout simplement parce que moi,
j'ai fait l'effort de me former sur l'investissement physique et financer l'investissement physique et trouver les opportunités dans l'investissement physique. Pour moi, c'était quelque chose à l'aise, quelque chose dans quoi j'avais des compétences et je ne voyais pas de déléguer la gestion de l'immobilier vers quelqu'un d'autre, même si effectivement, si vous ne voulez pas vous en occuper du tout de la gestion locative, dans ce cas-là, ça peut être une bonne idée. Donc je vous dis toujours qu'il y a trois moyens d'investir dans l'immobilier. Le premier moyen, quand vous n'avez pas d'argent, comme moi c'était à l'époque, et quand j'ai commencé, c'était ma première transaction, je crois que c'était avant 3 ans que j'ai fait. Et ensuite, j'en ai enchaîné pas mal. L'idée, c'était que chaque fois quand je fais un investissement, il faut que ça me crée de cash flow positif. Autrement dit, faire des opérations, au moins faire des opérations blanches, comme on appelle. Qu'est-ce que c'est une opération blanche? Parce que ceux qui n'ont jamais fait d'immobilier, c'est quand le loyer vous couvre le crédit, y compris le capital, plus tous les frais liés à votre bien immobilier. Je vais être honnête avec vous parce que je ne veux pas vous raconter comme quoi je fais que des histoires de succès. J'ai eu des plantages, mais complets dans l'immobilier. Et d'ailleurs, c'était avec des parkings en plus. C'est là l'investissement qui semble le plus facile, mais c'est là où je fais vraiment une plus grosse bêtise. Mais par contre, j'ai eu moins des soucis, moi je touche le bois, avec l'immobilier physique plus classique. J'ai pas toujours fait des opérations blanches, qu'on appelle. Donc, au début, j'étais je suis un peu parti dans les idées comme quoi il faut investir dans la région parisienne. Même si j'étais russe, en fait, j'avais pas encore la nationalité française, j'étais pure souche mentalement, pure souche parisien, on va dire. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était en dehors de Paris, c'est le chômage, personne ne paye le loyer, etc., etc. Et ça m'a fait une fausse préjugé dans la tête qui m'a incité d'investir à côté de chez moi. Dans la région parisienne, du coup, les prix étaient toujours exorbitants, même à l'époque. Et finalement, du coup, là-bas, c'est quasiment impossible de faire des opérations blanches. Je dis quasiment parce que bon, on peut toujours trouver une opportunité, mais en général, c'est un peu comme en bourse. Le marché là-bas, il est super liquide, donc du coup, les bonnes opportunités, elles se font racheter assez rapidement. Si vous voyez que une bonne opportunité reste sur le marché trop longtemps, ça veut dire que vous ne voyez pas quelque chose. Et donc, du coup, à Paris, je n'ai pas fait des opérations blanches, mais en revanche, évidemment, la plus-value théorique sur ces biens, elle est importante. Donc, si je les revends aujourd'hui, dans ce cas-là, je devrais payer un gros impôt sur le plus-value. Et aussi, quand même, si on calcule vraiment de manière comptable le résultat de ces investissements, il est très positif. Il est même meilleur que mes autres investissements qui avaient la trésorerie positive. Donc voilà. Ensuite, j'ai commencé à un petit peu me former. J'ai pas suivi des formations, mais j'ai suivi des séminaires sur certaines chaînes d'ailleurs qui existent encore. Et j'ai appris justement cette approche d'investir faire que des opérations blanches. Et je commençais à m'ouvrir sur d'autres régions, notamment le sud de la France. Ensuite, maintenant j'ai investi à côté de chez moi, là dans la Haute-Savoie. Et donc, c'est là où je commençais à un petit peu voir comment ça fonctionne et comment on peut surtout enchaîner plusieurs, voire beaucoup d'opérations, une après l'autre. Donc, comme ça vous permet, en partant de zéro, mais vraiment de zéro, de constituer un patrimoine immobilier. Et ça, je pense que c'est vraiment une très bonne stratégie. Si vous avez eu la chance d'avoir maintenant 20 ans ou 23, entre 20 et 25 ans et s'intéresser au sujet comme ça en regardant la vidéo Mind You Cash. Donc, je vous conseille vivement, regardez l'investissement immobilier à crédit, à 100% crédit avec la trésorerie positive et ne vous refermez pas sur la région la plus proche à votre domicile, surtout si vous habitez dans les grandes villes où l'immobilier, évidemment, il est très cher. Donc, je peux vous donner quelques conseils. Regardez les régions, par exemple, comme Saint-Étienne, comme les villes moyennes au centre de la France. Il ne faut pas croire, comme moi je croyais à l'époque, que là-bas, c'est une catastrophe, que les gens ne payent pas les loyers. Évidemment, il y a des gens qui ne payent pas les loyers, je ne dis pas le contraire, mais ça représente moins de 2% des loyers payés. Les impayés représentent moins de 2%. Donc, vous voyez, ce n'est pas nécessairement si dangereux que ça peut paraître de l'extérieur, surtout quand on est habitué aux grandes villes. Donc, si vous n'êtes pas dans
dans cette illusion, comme moi j'étais à l'époque, déjà je vous en félicite, et essayer de s'ouvrir un petit peu sur d'autres régions. Maintenant, avec l'Internet, avec des recherches virtuelles qu'on peut faire, ces choses sont très faciles. Donc on peut, je ne dis pas qu'il faut acheter sans visiter, c'est pas du tout ce que je vous dis, mais en tout cas, vous pouvez faire une énorme prospection sans sortir de chez soi. Et notamment, il y a d'autres services aussi que d'ailleurs par lesquels j'ai passé pour investir dans le sud de la France. C'était les courtiers, c'était les chasseurs immobiliers. Donc, comme chez Stéphane Plaza, par exemple, ça coûte de l'argent. Je sais que ça vous rajoute des frais, mais ça vous évite de payer les déplacements. Si par exemple vous avez un bon travail à Paris, un bon salaire, plutôt que prendre les jours de congé qui vont vous coûter évidemment, vous pouvez passer par les spécialistes qui connaissent la région, les chasseurs immobiliers qui vont vous trouver les biens qui correspondent à votre recherche, même si votre recherche c'est de la pure rentabilité et les opérations à autofinancement. Donc ça, vraiment, je vous conseille de réfléchir au moins à ça, surtout si vous êtes jeune, surtout si vous êtes en train de démarrer. Et n'ayez pas peur des banques. Les banques, ils aiment bien prêter de l'argent pour l'immobilier. Et surtout, ils ne le disent pas ouvertement, souvent. Souvent, le discours de la banque, il est contraire à qu'ils pensent en réalité. Donc souvent, ils vous incitent d'acheter d'abord la résidence principale. D'ailleurs, ça, c'est une erreur que j'ai fait. Ils vous disent que d'acheter d'abord la résidence principale, ensuite on va vous prêter pour le locatif. Mais c'est fou, en fait. Il y a plein de banques qui, au contraire, ils vont largement vous qui vont vous donner plus facilement le prêt si vous avez déjà un bien locatif qui est rentable et qui génère de la trésorerie tous les mois, ils vont vous prêter plus facilement que si c'était votre première opération bancaire. Pensez à ça en fait, pensez que l'idée reçue que je vois est un peu partout en France. J'ai l'impression que les gens qui n'investissent pas dans l'immobilier, comme moi ou comme mes amis qui font la même chose, quasiment tous, sans exception, ils pensent qu'il faut d'abord acheter la résidence principale. Et ça, c'est une idée reçue, en fait. Vraiment, il faut apprendre à se remettre en cause, parce que cette idée vous bloque en termes de financement. Parce que l'immobilier, en tout cas pour moi, c'est mon opinion personnelle, que la résidence principale, ce n'est pas un investissement. Ça vous coûte de l'argent. Ça peut, en théorie, monter en prix, etc. Mais ça va devenir un investissement uniquement au moment où vous allez la revendre avec la plus-value, compte tenu de tous les frais, tous les investissements que vous avez faits pour aménager ce bien, pour faire des travaux, pour payer toutes les taxes, les charges, patati patata, voilà. Donc, pensez à ça. Donc déjà, j'espère que ça vous permettra de vous rouvrir l'esprit. Je rappelle d'ailleurs à ceux qui sont récents sur la chaîne Mind de Cash que je voulais à un moment donné ouvrir une rubrique consacrée à l'immobilier, mais il n'a pas, paradoxalement, en tout cas pour moi, c'était une surprise, plutôt une mauvaise surprise, qu'il n'a pas trouvé tant que ça d'intérêt. Visiblement, les abonnés de Mind du Cash sont plus intéressés par la bourse, évidemment, ça c'est le sujet principal, et le sujet de l'immobilier n'a pas été rencontré avec des applaudissements particuliers. Voilà, maintenant, d'autres classes d'actifs. Donc évidemment, la bourse, ça représente beaucoup actuellement pour moi, donc ça, pour moi, c'est l'investissement que je cible, et l'investissement en bourse, pour moi, je le divise en deux parties. C'est l'investissement à long terme et l'investissement spéculatif. L'investissement spéculatif représente pas tant que ça pour moi, mais en tout cas, et en plus, je m'en sers de cet investissement plus pour couvrir les positions que j'ai dans mon portefeuille principal, que je vous présente d'ailleurs assez régulièrement sur la chaîne, et notamment le samedi dernier. Ça représente environ aujourd'hui, au jour actuel, ça représente 25% à peu près, je veux dire encore une fois, ces chiffres sont très approximatifs, de mon patrimoine. Voilà. Et ensuite, je ne veux pas trop rentrer dans les sujets boursiers parce qu'on en parle toutes les semaines. Vous savez que j'ai 3 portefeuilles. Les 2 qui sont faits uniquement pour cette chaîne, c'est le portefeuille PEA et le portefeuille des portefeuilles rentiers où il y a 2 stratégies différentes. PEA, c'est uniquement les entreprises éligibles au PEA. Deuxième portefeuille rentier, c'est les entreprises qui sont... c'est l'objectif de génération d'une rente à partir de la bourse. Et mon troisième portefeuille, c'est mon portefeuille principal où j'ai beaucoup de différentes actions, voilà, que je vous ai présenté. Je vous invite à revenir sur la vidéo de samedi précédent pour savoir qu'est-ce que j'ai dans ce portefeuille. Voilà, donc, et ensuite, les autres classes d'actifs. Est-ce que j'ai d'autres classes d'actifs dans mon portefeuille? Aujourd'hui, j'ai un petit peu du cash, mais
en général, j'aime pas le cash, honnêtement. C'est bizarre de le dire, mais sur la chaîne moyenne de cash, en fait, c'est une vaste question. Je veux pas trop me dévier sur ces débats parce que ça va me prendre trop de temps. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi je ne vends jamais de l'immobilier. J'ai jamais vendu de l'immobilier encore. Donc, parce que quand je vends l'immobilier, je récupère la plus-value. À quoi ça va me servir cette plus-value? Aujourd'hui, la Banque centrale, toutes les autres banques commerciales nous montrent une très mauvais exemple, mais en tout cas elle est très explicite, très concrète, que le cash, c'est du trash. Comme dit Ray Dalio, ce cash is trash. Donc, et ça, je suis complètement d'accord que avec la politique de la Banque centrale et avec la politique économique actuelle, nous montre sans aucune ambiguïté que le cash aujourd'hui, c'est pas l'actif dans lequel il faut rester. Il vaut mieux privilégier les actifs réels. C'est l'immobilier, si vous voulez, l'immobilier papier, probablement, pourquoi pas. C'est la bourse, c'est les actions, les entreprises. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez acheter un petit peu de métaux précieux, même si moi, c'est pas vraiment mon truc. Mais en tout cas, rester en cash, pour moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Pourquoi j'ai quand même du cash actuellement? Je mets de côté, j'épargne pas mal de cash actuellement. C'est tout simplement parce que je veux acheter une résidence principale. Et comme je viens de vous dire, je ne considère pas la résidence principale comme un investissement. Et donc, du coup, j'applique des règles de rigueur, on va dire, conservatrices. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas avoir un gros prêt pour la résidence principale. Donc, du coup, je veux faire un gros apport pour cette résidence. Et justement, je veux faire ce rapport sans vendre aucun de mes biens existants. Mais ensuite, si dans votre stratégie, par exemple, si vous avez beaucoup quand même de trésorerie, on peut envisager une stratégie différente sur d'autres classes d'actifs, notamment des obligations, etc. Ça, je propose de vous le faire au sein de l'assurance vie. L'assurance vie, Fonds en euros, vous propose une stratégie toute prête, et en plus avec un capital garanti, d'investir dans les obligations d'État. Le problème qu'aujourd'hui, les obligations d'État, ça ne rapporte rien, ça rapporte même moins que l'inflation, parfois. Et donc, du coup, cette stratégie, effectivement, elle peut être facilement remise en cause aujourd'hui. Avant, je pense que c'était une bonne idée. Si, par exemple, on était en train de discuter il y a 10 ans, ça serait, je vous dirais certainement que c'est une bonne idée de voir cette couche obligataire dans votre patrimoine. Aujourd'hui, je dirais plutôt non. Si vous voulez investir dans les obligations, il faut soit regarder les corporate bonds, éventuellement les junk bonds, ça c'est les bonds de mauvaise qualité. Mais encore une fois, il n'est pas obligatoire, à mon avis personnel, il n'est pas obligatoire d'avoir cette couche de patrimoine. Et investir dans les obligations, c'est très risqué aujourd'hui. Parce que les systèmes actuels monétaires, comme je vous ai dit, ils se basent sur la planche à billets. Elle se base sur la dévalorisation systématique de l'argent et le marché de dette, il est très imprévisible. Je ne dis pas que vous allez nécessairement perdre de l'argent là-dessus, mais ce marché devient imprévisible. On peut vivre vraiment une crise de l'explosion de la dette. Je ne dis pas que ça sera demain, je ne fais pas, encore une fois, je ne veux pas faire peur les gens, mais dans le système actuel, cette crise, elle est probable. Et donc cette crise, effectivement, elle va mettre à terme ce cycle économique que nous vivons depuis la crise des subprimes, qui n'est toujours pas terminée. Je pensais qu'il allait terminer pendant la crise de Covid, mais non. Maintenant, on est reparti encore avec des nouvelles injections monétaires et tout semble fonctionner. Mais un jour, on va arriver au bout de ce système. Et je pense qu'on est déjà au bout, mais sauf que je ne sais pas jusqu'à quand ça va aller. En fait, je peux même vous dire que je sais jusqu'à où ça peut aller. Ça va aller jusqu'au moment que les banques centrales vont annoncer qu'on arrête la planche à billets. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quand ce qu'ils vont le dire. Donc, mais sans doute, elles vont le dire un jour. Voilà, donc juste pour résumer la réponse à ma question, donc je suis assez long à répondre à ces questions. Donc, l'immobilier domine largement mon patrimoine. Ensuite, la bourse a une grosse part de mon patrimoine et un petit peu de liquidité, mais c'est plus lié au projet personnel. Donc là, je ne vous ai pas parlé de portefeuille de crypto de 10 000 euros environ. Je crois que il y a 2 semaines, je l'ai présenté. Donc ça fait partie aussi de mon patrimoine, une toute petite partie, on va dire. Voilà, là maintenant je passe à la deuxième question. Donc, Jackmond Craig, voilà, donc, qui me pose la question, ça serait l'occasion d'approfondir ta valeur Big Pharma préférée, Roche. 2 actions sont négociables, RAW, action à droit de vote, et Rogue, action sans droit de vote. Il y a quand même 6% d'écart.
entre les deux valorisations. Bref, la question c'est quoi la différence entre RO et ROG pour acheter l'action Roche? Là, je vais vous répondre rapidement à cette question. En effet, certaines entreprises, d'ailleurs, c'est le cas aussi pour Google, parce qu'ils ont même 3 types d'actions que vous pouvez acheter sur le marché. Certaines actions ont le droit de vote, les autres n'ont pas de droit de vote. Donc, euh, pourquoi elles font ça? Souvent, c'est lié à l'augmentation de capital et à la façon de contrôler le capital par les investisseurs principaux et par en gros les propriétaires de l'entreprise. Donc évidemment, par exemple, dans le cas de Google, Serge Brin et Larry Page, ils ont voulu garder le contrôle entier sur l'entreprise au niveau des votes dans l'Assemblée générale. Et ils n'ont pas voulu, ils voulaient continuer à recevoir l'argent des investisseurs, comme vous et moi, pour faire développer l'entreprise. Et bon, je ne sais pas, faire peut-être d'autres choses. Et Roche Holding, ils sont visiblement dans cette même démarche parce que pour moi, c'est un bon signe. Cela veut dire que pour moi, c'est un signe de qualité de l'entreprise, premièrement. Cela veut dire que les fondateurs, les propriétaires de l'entreprise ne veulent pas se débarrasser, surtout pas de se débarrasser de cette entreprise. Et pour les simples mortels, ils proposent une autre catégorie d'actions où vous avez pas, personne ne veut entendre parler de vous, en gros. Mais en tout cas, vous pouvez investir et nous suivre dans notre succès. Moi, je vois ça comme ça. Il y a une certaine différence de prix. Je ne sais pas exactement à quoi elle est liée. Pour Roche, elle est effectivement de l'ordre de 5-6% de quelques francs suisses. Et le dividende, il est relativement comparable parce qu'il s'agit en gros de la même action, sauf que juridiquement, vous n'allez pas avoir le droit de vote. C'est vrai que vous perdez un tout petit peu sur la rentabilité de cet investissement, mais pour moi, je ne vois pas ça comme une énorme perte. C'est vrai que 6% de différence, ça change quelque chose si vous avez vraiment une énorme position là-dessus. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas dérangé d'acheter une action avec le droit de vote. Probablement, j'ai eu tort, mais je suis plus confiant parce que c'est une des positions principales dans mon portefeuille actuellement, d'avoir des actions comme les fondateurs de l'entreprise, et pas forcément les fondateurs, mais en tout cas les gens qui contrôlent actuellement cette entreprise. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne suis pas allé vérifier tous les détails juridiques. J'ai un peu peur d'un effet dilutif en cas d'augmentation du capital. Je peux très facilement imaginer que d'une telle ou telle manière, quand l'entreprise essaie de mettre de nouvelles actions en bourse, elle peut faire ça en détriment des investisseurs sur des actions qui n'ont pas de droit de vote. Ça m'étonnerait qu'ils feront ça pour eux-mêmes, ça m'étonnerait beaucoup. Je pense qu'ils vont toujours penser à leur propre intérêt, et donc du coup, il vaut mieux être dans le même bateau avec des principaux investisseurs être dans le même bateau avec les simples mortels qui veulent qui peuvent être dans certaines conditions être traités différemment que les actionnaires principaux. Tandis que bon, je pense pas qu'en Suisse ça va se produire, mais en tout cas moi je me sens plus confortable parce que je compte garder très longtemps les actions Roche. Je me sens plus confortable avec l'action principale qui représente vraiment la vraie part du capital et avec les droits de vote, etc., même si je suis obligé de payer en chouïa plus cher. Donc, je ne sais pas si c'est très convaincant mon explication. Je sais que c'est probablement pas trop profond, mais en tout cas, je ne pense pas que c'est vraiment le sujet essentiel quelle action vous achetez. Si vous préférez et si vous pensez que ça vaut le coup de payer un peu moins cher, et être dans cette deuxième catégorie des actions, faites-le. De toute façon, je ne pense pas que vous allez faire une grosse erreur vu la qualité de cette entreprise, vu la relation historique entre cette entreprise et ses actionnaires. Je ne pense pas que ça va vous faire ils vont vous arnaquer, quoi. Donc j'espère que c'était un petit peu plus clair. Et juste pour finir sur l'histoire de Google, que d'ailleurs ils ont aussi une catégorie A, catégorie B et catégorie C. La catégorie B, elle n'est pas cotée. Et par contre, l'action de catégorie B de Google, elle donne 10 droits de vote. Vous voyez, donc l'action A et l'action C, l'action A, elle donne un seul droit de vote, l'action C ne donne pas les droits de vote, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais l'action B, elle donne 10 droits de vote, mais par contre, elle n'est pas cotée, et ces actions appartiennent aux fondateurs de Google. Voilà. Voilà, maintenant la troisième question d'un abonné qui s'appelle Yasinovic, visiblement d'origine slave, comme moi.
Salut Pavel, voilà ma question. Que penses-tu des youtubeurs qui vendent des formations en investissement et trading? Parle-nous de ton expérience, comment tu as appris à investir toi? Bonne question aussi. Ma réponse ma réponse courte sera rhétorique, on va dire ça dépend des formations. Bon, bien sûr, ça dépend chez qui vous vous allez former. Mais c'est vrai que l'Internet et notamment YouTube nous ouvre aujourd'hui une large palette des formateurs et des pseudo-formateurs qui nous expose aussi au contenu de différentes qualités. Et c'est ça le plus gros problème, parce que entre les vraies formations et les formations qui ne valent pas le prix et les pures arnaques, il faut savoir choisir. Bon, je vais quand même citer un des formateurs peut-être le plus connu, c'est Ami Kabaj, même si j'ai un avis plutôt positif par rapport à lui, parce que j'ai lu quelques de ses bouquins, je trouve que ses bouquins sont très bien. Et je prends cet exemple comme un bon exemple plutôt, et je vais vous dire quelles sont mes réserves en fait. C'est que, effectivement, lui il est compétent. Lui il a fait du trading, il était sur le terrain, il maîtrise les sujets dont il parle. Ça c'est le premier point positif déjà. Donc tous les formateurs sur Internet n'ont pas ça. Deuxième point, c'est que quand même, après, il faut toujours peser les pour et les contre par rapport au prix de cette formation. Qu'est-ce que cette formation va vous apporter et à quel point ça va vous changer la vie? Si cette formation consiste à juste expliquer les bases de l'analyse technique, l'analyse fondamentale et comprendre comment fonctionne la bourse, vous pouvez le faire pour des frais beaucoup moins élevés que payer aussi cher pour une formation. Je pense que le plus gros problème ici, c'est que ces formations sont souvent mal perçues quelque part par la communauté en fait. Parce que quand on prend la formation, on s'attend que ça change notre vie. Et d'ailleurs, Tammy Cabage, d'ailleurs, même si je suis positif par rapport à lui, moi je pense qu'il fournit des formations de qualité, même si je ne les ai pas achetées. Les gens qui achètent ces formations, j'ai l'impression qu'ils s'attendent que du jour au lendemain, on va devenir des grands traders. Le plus gros problème, c'est la pratique. Et ces formations vont certainement vous proposer quelques exercices, vous montrer comment ça marche dans le concret. J'ai peur que ça peut être une déception à un moment donné. C'est que finalement, quand vous allez rester tout seul face au marché, ça va être un problème. Vous allez être confronté aux mêmes problématiques auxquelles sont confrontés les débutants en bourse, même si vous avez suivi les formations. L'avantage des formations, je vois, c'est que ça vous permet de gagner du temps. Donc, par exemple, si vous avez par exemple l'argent, vous avez le boulot à côté et vous avez déjà des sous, vous pouvez, pour gagner du temps, payer pour se former rapidement sur un sujet que vous pensez prometteur. Ça ne va pas vous changer la vie, donc de renoncer à une certaine consommation en faveur de son apprentissage, c'est plutôt la bonne démarche. Mais en tout cas, il faut toujours peser les pour et les contre entre le prix de cette formation et de la valeur ajoutée, et surtout ne pas espérer que dès que vous allez passer cette formation, vous allez devenir un grand trader, rouler un Lamborghini. Ça, c'est souvent, j'ai l'impression que c'est souvent la confusion que les gens ont sur la tête, et en fait, c'est la conséquence de la politique commerciale que mènent certains youtubeurs, notamment Tammy Kabaj, qui se présente souvent à Dubaï dans un cadre paradisiaque qui fait rêver. Tous ces youtubeurs font rêver les gens. Et chez Tammy Kabaj, au moins, il y a une formation de qualité, j'imagine, qui est derrière. Chez certains, il n'y a même pas ça. Donc c'est ça qu'il faut surtout comprendre, parce que en se présentant comme ça, il fait croire que vous allez devenir comme lui. Ça, c'est la psychologie humaine. Mais ce n'est pas forcément le cas. Déjà, je ne sais pas s'il gagne avec le trading. Moi, je doute qu'il gagne avec le trading. Je pense que la plus grosse partie de ses revenus, c'est en provenance de son école. Mais en tout cas, il a fait du trading. Et je ne sais pas s'il était... j'ai pas vérifié ses résultats, mais en tout cas, quand il parle du trading, ça se voit qu'il maîtrise le sujet. Donc, il faut faire beaucoup attention, c'est sûr, mais il ne faut pas non plus s'attendre à se faire des rêves autour des formations. Ensuite, parle-nous de ton expérience, comment tu as appris à investir toi. En fait, moi, j'ai appris avec des bouquins. J'avais un ami quand j'étais à Paris, je travaillais chez Dexia. C'était pas mon coach, n'est pas mon mentor, ni rien, mais c'était quelqu'un qui était plus âgé, qui avait le même âge que moi j'ai aujourd'hui, qui investit énormément de l'immobilier, d'ailleurs c'est lui qui m'a donné un goût à l'immobilier. Mais il investissait aussi en bourse, mais beaucoup moins que moi j'investis aujourd'hui. Mais
C'est, et là, du coup, j'ai un petit peu appris avec lui cette vision d'investisseur, les rentabilités, comment comparer les différents projets. Et ces mêmes principes, on retrouve à la bourse comme dans l'immobilier. En fait, tous les investissements, ça converge au même principe, au final. Voilà, donc du coup, j'ai appris avec des personnes déjà que je connaissais, qui m'ont montré quelque part des exemples comment le faire. Et après, c'est auto-éducation et l'expérience et les erreurs que je fais. Je fais énormément d'erreurs en bourse. Bon, allez, on va passer à la prochaine question parce que je suis super bavard, désolé. Donc maintenant, Nicolas qui me demande: Salut Pavel, voici mes questions. Comment sont répartis tes revenus aujourd'hui? Salariat, bourse. Peux-tu nous détailler ton projet de producteur de l'huile d'olive? Donc, ça, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, ne soyez pas étonnés. Et l'impact sur la répartition de tes revenus. Mais merci pour ce que tu fais. Donc, Nicolas, pour répondre à ta question, donc en partie, j'ai répondu les répartitions entre l'IMO, bourse, etc. Salariat, c'est très particulier. Je ne veux pas trop rentrer en détail parce que je pense que moins de 1% des abonnés Mind de Cash seront dans la même situation que moi. Je peux vous dire que j'ai quasiment jamais été salarié. Donc, même si je vous ai dit que j'étais en CDI, en général, c'était des CDI de portage. Donc, en fait, moi, j'étais toujours à mon compte. C'était un principe que j'ai choisi dès le début. Ce que moi, je voulais pas travailler pour quelqu'un, je voulais toujours travailler pour moi-même. Et pour moi, mon projet, je faisais pas ma carrière, mais je vendais mes services. En fait, évidemment, j'ai essayé toujours me mettre à jour, m'upgrader sur sur des différents sujets. Et j'ai signé le contrat avec des clients et je vendais en gros mes services. Je faisais des missions chez les clients. Donc évidemment, ma structure, elle est très complexe. Elle peut paraître très complexe, on va dire, parce que j'ai une société qui est basée en France, avec laquelle je fais du consulting pour mes clients. Et avec cette société, je facture les clients, ensuite je verse le salaire. Mon salaire, c'est du pipeau, en fait. Je peux le changer demain autant que je veux. Donc en fait, en gros, ce qui m'intéresse, c'est l'argent qui reste dans la société. En fait, le salaire, en gros, je paye toujours le même salaire depuis des années et des années, juste pour couvrir mes frais de vie. En revanche, ce qui se passe dans cette société, c'est plus intéressant, parce que cette société, elle détient quasiment tous mes investissements. Vu que l'immobilier, c'était vraiment un axe majeur de mes investissements, j'ai créé une filiale de cette entreprise qui est SARL. J'ai créé une autre filiale SARL qui était dédiée avec un code d'activité, la mise en location des biens immobiliers. Voilà. Et donc, c'est avec cette société que j'ai acheté les biens immobiliers physiques. En fait, quand j'étais tout jeune encore, j'ai acheté deux biens même trois biens à côté de Paris, en fait, dans la région parisienne. Mais c'est parce que j'étais pas encore français, j'avais pas le droit de créer ma propre entreprise. Et c'était mes seuls trois investissements que j'ai fait à mon nom personnel. Et d'ailleurs, les fameux parkings dont je vous ai parlé récemment, c'était ça à mon nom personnel, malheureusement. Et tout le reste, je le faisais avec une entreprise. Donc du coup, c'est la répartition de mon salaire, ça va rien dire en fait. C'est juste la somme que j'ai besoin pour vivre, pour aller au magasin. Et sachant que j'ai une philosophie quand même de vie assez particulière, d'ailleurs ça on va rejoindre l'autre question qui est un peu drôle. En fait, dans mes rêves, je ne suis pas en Lamborghini avec des blondes et des bateaux. Je suis plus dans mes rêves, je suis dans la création de nouveaux projets, notamment je veux acheter un New-Livret, effectivement, parce que je suis passionné par oléiculture. Je me forme d'ailleurs, actuellement, je me forme sur ce sujet, comme il y a quelques années, je me formais sur la bourse. En fait, mes objectifs sont là-bas. Mes objectifs ne sont pas nécessairement liés avec une richesse excessive. Mes objectifs sont liés avec quelques projets intéressants, investir sur le terrain, investir dans le terroir. Bon, vous voyez que je ne suis pas français, donc j'ai du mal à prononcer certains mots. Et je suis plus dans ce concept de vie. Je suis assez minimaliste dans ma vie quotidienne. Donc du coup, mes dépenses sont presque ridicules en fait au final parce que j'ai du mal à m'imaginer m'acheter une bagnole de fou, genre un bateau de fou. Par exemple quand je rêve d'un bateau, c'est pas mon rêve principal, mais par exemple si j'habite proche de la mer, j'aimerais bien avoir un bateau, mais pour être honnête avec vous, je rêve d'avoir une barque de pêche.
parce que j'adore la pêche et j'aimerais bien avoir une barque de pêche pour partir pêcher à 4 heures du matin. Vous voyez, donc c'est un peu bizarre, vous voyez, donc ça c'est ma mentalité qui n'est pas forcément la vôtre. Je ne dis pas que vous êtes dépensier nécessairement, mais peut-être ces terroirs, les olives, les vents et la pêche, peut-être vous en foutez. mais, mais ça dépend beaucoup de la personnalité. Vous avez peut-être des objectifs qui sont complètement différents. Et pour vous, la partie salariat, donc ça représente, en fait, ça correspond à des dépenses peut-être plus importantes que les miens. Et donc, vu que le salaire, pour moi, c'est juste la somme que moi, je décide, en fait, en tant que gérant majoritaire de mon entreprise, qui me suffit pour vivre, c'est cette somme-là qui représente mon salaire, mais il y a rien de sorcier dedans. Il faut toujours distinguer les revenus de travail et les revenus passifs. Pour moi, les revenus de travail, c'est une façon... La première chose que je veux faire avec ces revenus, c'est de les investir afin qu'ils produisent des revenus passifs de manière pérenne. Et c'est sur ces revenus passifs, je peux effectivement compter à long terme et m'acheter peut-être quelques biens de plaisir. Et pour chacun, ça sera ça sera évidemment les biens différents. Donc maintenant, concernant la deuxième partie de la question qui concerne le projet de producteur de l'huile d'olive, oui, visiblement Nicolas suit depuis un certain temps le projet Mind the Cash, et j'ai mentionné dans une des vidéos que j'étais passionné de l'huile d'olive, et j'avais comme projet, c'est un peu un projet de rêve pour moi, c'est d'acheter une oliveraie dans le sud de la France et créer une société de production de l'huile d'olive. Donc il y en a déjà pas mal dans la région. C'est assez challenging comme projet parce que je commence à me former dans ce domaine. J'ai lu déjà pas mal de bouquins. Et c'est vrai que malgré les prix de l'huile d'olive que nous pouvons trouver dans les supermarchés, ça donne une impression que c'est un business lucratif, mais c'est loin d'être le cas parce que c'est quand même la production de l'huile par pilier d'olivier, il n'est pas énorme. Et je suis toujours dans la recherche en fait un peu de la région la plus adaptée. J'adore le sud de la France, je suis vraiment amoureux de Provence et de Midi en général. Mais par contre, pour exercer cette activité là-bas, en fait, il faut vraiment trouver une niche presque, j'ai envie de dire. Mais je suis quand même en train d'étudier certaines régions. Je vais vous montrer un petit peu la carte. Ça c'est en gros les grandes régions de l'huile d'olive en Europe. Bon, principalement, c'est en Europe. Il y a aussi en Californie, ou aussi bon, dans d'autres pays. Mais principalement, le plus grand producteur de l'huile d'olive, c'est l'Espagne, de loin, hein, de loin. Et avec le climat qui est probablement le plus adapté au monde. Mais c'est pas l'Espagne qui est connue pour l'huile de meilleure qualité. Donc après, il y a de l'huile de bonne qualité en Espagne, c'est sûr, mais par contre, la stratégie de l'Espagne, non seulement dans la partie de oléicole, mais dans beaucoup d'autres domaines, c'est que en fait, il se concentre trop sur le volume plutôt que sur la qualité. Et du coup, quelque part, ça décrédibilise un peu la marque Espagne par rapport aux autres pays. Et selon mes études que j'ai menées à travers les différentes régions oléicoles dans le monde, celles qui se vendent le plus et qui ont le plus de pricing power, donc là on va parler un petit peu du langage boursier et business, c'est l'Italie. Comme par hasard, encore une fois, l'Italie, il arrive mieux vendre sa marque de l'huile. Je pense pas, honnêtement, en fait, j'ai fait des recherches. J'ai rien trouvé de particulier par rapport à la qualité de l'huile italienne. Pour mon propre avis, en fait, selon moi, je trouve que le meilleur l'huile que j'ai goûté, c'était en provenance de la vallée des Baux, en France. Mais c'est probablement parce que j'ai vraiment un sentiment particulier par rapport à cette région. C'est parce qu'en fait, c'est quand même, mine de rien, ça quand même affecte on va dire notre perception de goût aussi. Parce que quand on sait d'où ça vient, quand c'est vraiment des régions qui sont chères pour vous, ça impacte quand même votre jugement. Donc je risque de ne pas être parfaitement objectif sur ce point. Mais dans tous les cas, la France, elle, malgré les coûts de production très élevés, parce que les terres agricoles dans les régions où on peut cultiver les olives en France sont très chères, surtout par rapport à l'Espagne et par rapport à l'Italie aussi, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, en France, particulièrement cher. Déjà, il n'y a pas beaucoup de régions qui où on peut planter les oliviers de manière, on va dire, industrielle. Et dans ces régions, généralement, les terres agricoles sont relativement chères. Donc, relativement, sont très chères par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Italie, par rapport à la Grèce, etc.
Donc du coup, en France, j'ai peur que la rentabilité en France sera encore plus faible. Donc du coup, je suis en train de m'ouvrir un petit peu l'esprit sur les différents pays, donc je n'exclus pas aussi une option l'Espagne, l'option Italie, mais évidemment j'ai un petit peu de problèmes de langue étrangère si je décide finalement de m'installer là-bas. Pour l'espagnol, même si je parle un peu, c'est quand même de loin ma langue où je parle couramment. L'italien, je ne parle pas, donc c'est un peu compliqué. Une autre idée, en fait, qui d'ailleurs peut vous paraître un peu surprenante, c'est Malte. À Malte, en fait, c'est une toute petite île où la culture d'olivier elle a été complètement tuée par l'urbanisme, en fait. Parce qu'en fait, à Malte, si vous avez jamais été, il y a deux îles, en fait. Bon, il y a trois îles, mais les deux grandes îles, c'est Malte et Gozo. Et Gozo, c'est plus sauvage. Sur Gozo, vous pouvez trouver des terrains agricoles, ce qui est quasiment impossible sur l'île de Malte parce que c'est tellement urbanisé. Et aussi, évidemment, le Malte, vous savez parfaitement que de point de vue des impôts, point de vue on va dire, gérer le business depuis Malte et être domicilié là-bas, ça donne des avantages fiscaux, même pour moi, si c'est pas forcément un critère le plus important. D'ailleurs, pourquoi c'est pas le plus important? C'est pas parce que j'aime beaucoup payer les impôts. Vous savez, peut-être que j'ai enregistré une des vidéos où je parlais un petit peu de ma vision philosophique et politique. Je sais pas si je suis gauche ou droite, je sais pas comment on peut me qualifier, mais je suis, on va dire, sensible quand même à je veux pas utiliser les mots un peu on va dire polémiques comme ça, genre justice sociale, etc. Mais en fait, on va dire, j'admire quand même les modèles nord-européens, on va dire, comme ça, voilà. Donc c'est des modèles que moi je trouve vraiment le plus pertinents. Je pense que le monde entier va plutôt suivre ce modèle dans l'avenir proche que les modèles capitalistiques des pays anglo-saxons. Les impôts, c'est pas mon critère principal grâce à système que je vous ai expliqué tout à l'heure en fait, parce que de toute façon quasiment toutes mes activités sont packagées dans les sociétés, et donc je suis quasiment plus sensible à l'imposition des sociétés que l'imposition des personnes physiques. Donc même si je me retrouve en France, je reste en France ou je vais dans un pays encore plus imposé, je sais pas lequel, c'est Suède peut-être, pour moi, ça change pas tant que ça, parce que de toute façon, j'ai la maîtrise sur mes revenus personnels. Donc mes revenus personnels vont toujours rester comment dire, dans la fourchette que moi je me détermine, en fait, en fonction de ce que je veux me verser à partir de mon entreprise. Et c'est la fiscalité de l'entreprise qui est pour moi importante. Donc effectivement, et Malte, en fait, c'est pas spécialement intéressant pour implanter l'entreprise là-bas. Malte, en fait, le plus grand avantage fiscal qu'on entend parler, c'est leur exemption des revenus étrangers. Ce qui est super intéressant quand vous êtes domicilié là-bas, c'est que quand vous avez le business ailleurs, il vous est domicilié à Malte. Mais si par contre vous percevez les revenus à Malte, vous allez vous être exposé de manière absolument stratosphérique, même plus qu'en France, je crois. De toute façon, pour moi, ça ne change pas grand-chose parce que je n'ai pas le projet, en tout cas à court terme, de retirer l'argent de l'entreprise. Parce que l'argent dans l'entreprise, j'utilise pour créer de nouveaux projets. Donc certainement, en fait, quand je vais créer ce business à l'école, ça sera encore une fois une filiale probablement de ma société mère, on va dire, comme j'ai fait pour l'immobilier. Ça sera une société avec un code d'activité en correspondant où je vais investir une certaine somme pour acheter une au livret. Je peux même peut-être acheter une au livret avec la société immobilière et ensuite louer cette au livret pour la société qui est responsable pour l'exploitation. Par exemple, si mon exploitation, on va dire, fait faillite, si ça ne marche pas, dans ce cas-là, la société va juste se déclarer en faillite. Et l'autre société qui détient les terrains est celle qui a le code d'activité de location et le code d'activité d'immobilier, parce que les terrains, c'est l'immobilier. Et elle va garder son terrain, probablement soit le revendre, soit le mettre en location à quelqu'un qui sera plus successful que moi. Voilà, en gros, je suis en pleine comment dire, réflexion où il faut aller, parce que pour moi, le pricing power, c'est intéressant. Je pense que c'est dans ce marché compétitif et dans ce marché où les marges naturellement sont faibles, le principal, c'est de créer les produits d'exception. Pour créer les produits d'exception, il faut les terres d'exception, il faut une marque d'exception, il faut quand même, si l'Italie offre un pricing power supérieur, c'est peut-être une bonne idée. Et d'ailleurs, Malte, je ne vous ai pas dit la chose principale, en fait, pourquoi je en ai parlé, c'est qu'il y a un soutien gouvernemental à Malte pour la renaissance, pour donner le renouveau de la culture
ou l'école à Malte, parce qu'évidemment le climat à Malte est probablement vraiment parfait, encore mieux qu'en Espagne, que pour vraiment cultiver les oliviers. Et je crois qu'il y a des lois qui sont assez drôles quand vous achetez des nouveaux terrains ou je sais pas, de nouveaux logements, de nouvelles maisons en fait, pardon, excusez-moi, avec des terrains, vous êtes obligé de planter un certain nombre d'oliviers, un truc vraiment un peu rigolo comme ça. J'ai lu il y a pas si longtemps, j'ai lu il y a un an ce genre de choses dans leurs journaux. Et à Malte aussi, j'ai pas de problème de langue en fait, parce que moi je parle couramment anglais, là sur le coup c'est plus facile pour moi de s'intégrer. Et donc c'est vachement cosmopolite, c'est bon, c'est assez adapté pour les étrangers, donc c'est pas. Mais vraiment, si on parle des côtés subjectifs, mon cœur elle est vraiment au sud de la France. Voilà, passons à d'autres sujets. Voilà, là la question où j'étais obligé de faire 2 screenshots parce qu'elle était tellement longue et super drôle. Merci beaucoup pour l'humour, c'est rigolo. Bon, salut Pavel, super idée. Donc ça c'est par rapport à ma proposition de poser les questions. À l'heure pour les questions. Comment s'appelle ton chien? Quel âge, race? Quelle croquette tu lui donnes? Combien de fois par jour? Quelle quantité? Est-ce que tu parles russe ou français avec? Combien de promenades par jour? Comment tu lui as appris à rentrer dans le baignoire pour laver? Moi j'y arrive pas, j'arrive difficilement. Bon, c'est rigolo. Mon chien, j'en ai 3 pour vous dire déjà. Je sais pas si ça vous rassure. Il y a un grand que vous voyez de temps en temps sur mes vidéos. Là, elle dort là. Elle s'appelle Violette. Donc en fait, je l'ai ramené de l'Italie l'été dernier quand j'étais en vacances dans l'Italie. Il était chez un chasseur. Et les chasseurs, selon moi, ils traitent mal les animaux, selon moi. Et moi, je l'ai acheté cher. Donc voilà. Je pense qu'il a fait une très bonne affaire avec moi à l'époque, mais elle était jeune en fait, elle avait 6 mois à peu près, donc c'est un épagnol breton. Du coup, après, j'ai galéré pour le légaliser en France quand je l'ai ramené parce que bon, ils sont bureaucrates, les Italiens, c'était incroyable. C'est juste bon. En plus, je ne parle pas encore une fois, donc du coup, j'avais du mal. J'avais une dame qui était dans le agriculturisme où j'habitais. Elle m'a aidé comme une traductrice parce qu'elle était super contente que je récupère le chien qui, selon elle, souffrait aussi. Donc voilà. Donc du coup, et quel âge elle a? Donc du coup, elle a un peu plus d'1 an. Elle a eu 1 an en février. Donc, croquettes que je lui donne en fait. Pour les petits, j'ai 2 petits chiens bon, là, ils sont partis avec ma femme, donc du coup, je peux pas vous les montrer. La race s'appelle le petit chien russe, donc voilà, donc ça vient de Russie. Mais à l'occasion, je vous le montrerai. Pour les petits, je donne les croquettes qui s'appellent Karnilov. Donc ça, c'est vraiment une des meilleures croquettes. Et pour la grande, je donne une marque qui existe dans le Maxiso qui s'appelle Premier. Donc c'est quelque chose en moyenne gamme parce que moi je choisis selon le contenu. Pour la grande, en fait, il fallait prendre en grande quantité. Du coup, Karnilov, c'est super cher. Et je prends la croquette de bonne qualité, mais dans une gamme un petit peu inférieure. Donc, et pour elle, c'était finalement beaucoup plus adapté quand même pour son physique, je sais pas comment dire ça. Moi, d'ailleurs, je leur donne à manger 1 fois par jour. Avant, je donnais pour les petits, je donnais les 2 fois, mais maintenant, pour la grande, je donne 1 fois, mais plus grand, quelque part au milieu de la journée. Donc voilà. En fait, je parle russe français. En fait, les ordres, en fait, c'est en français évidemment, parce que je les laisse souvent au chenil, donc du coup elle est chez une garde quand je parte, notamment en Provence d'ailleurs, et donc il faut qu'elle comprenne évidemment les ordres en français. Vous savez, le plus rigolo, c'est pas entre russe et français, parce qu'évidemment que je parle français la plupart du temps, mais c'est entre Suisse et la France, parce que moi j'habite vraiment à, je sais pas, 200 mètres de la Suisse. Mais chez les Suisses, c'est pas les mêmes ordres. En fait, par exemple, pour faire revenir le chien, ils disent le retour. En France, on dit viens. Les Suisses, ils disent retour. Donc voilà, c'est un peu. C'est plutôt ça qui ça me perturbe de temps en temps parce qu'ici on a autant de Suisses que des Français, donc du coup parfois ils se comprennent pas. Et on promène plusieurs fois, hein. 2 fois, on fait une grosse balade et puis 2 petites balades le matin et le soir. Le matin c'est ma femme qui sort, après le soir c'est moi et grande balade ça dépend. Parce que là maintenant je travaille de chez moi à distance, donc du coup j'ai un peu plus de flexibilité. Mais quand je suis au bureau, évidemment, c'est ma femme qui le promène plus. Pour rentrer dans le baignoire, moi je n'ai pas réussi non plus parce que ça marche pas.
Pourtant, je l'ai appris à faire tout, hein. Donc là, elle est très bien éduquée. Mais par contre, monter dans le baignoire, elle veut pas, absolument, elle refuse de le faire. En tout cas, autant de reste de commandes, ça va, mais là... Voilà, plus sérieusement, sur la partie immo-locatif physique détenu en direct, comment vois-tu l'avenir? Faut-il alléger car on anticipe la hausse des impôts? Bon, la question assez classique, je vois ce que vous voulez dire. Sur le patrimoine non délocalisable, faut-il conserver, renforcer? Bon, je vais commencer par la fin. Oui, je trouve que l'immobilier, c'est un des rares actifs qui peut nous protéger contre l'inflation. Contrairement à l'or, comme certains croient, contrairement au Bitcoin. Bon, Bitcoin peut-être parce qu'il n'a pas encore fait ses preuves. Les actions, probablement. Mais l'immobilier, pour moi, clairement, la réponse est oui. Donc la réponse, c'est la protection de l'inflation. Comme quelqu'un qui investit dans l'immobilier depuis plus de 15 ans déjà, je peux vous dire que, vous savez, moi, je ne m'inquiète pas du tout d'évolution des prix immobiliers, mais franchement, j'essaie d'appliquer la même logique sur les actions, même parfois je ne la suis pas. C'est que on a un grand avantage que l'immobilier n'est pas coté en bourse, comme ça. Par exemple, quand vous avez investi dans un appartement en location, vous ne voyez pas son prix changer toutes les millisecondes. Et ça, c'est un avantage. Parce qu'en gros, je ne me pose même pas de question combien coûte mon immobilier. Une fois par an, je m'amuse à faire une réévaluation avec le site Meilleur Agent pour voir combien à peu près coûte mon patrimoine aujourd'hui. Mais parce que la raison, c'est que, est-ce que si je le vends, c'est pour acheter quoi? Qu'est-ce que je vais acheter avec le cash que je vais récupérer en vendant les appartements? Acheter les actions, elles sont au plus haut. Acheter les obligations, elles sont au plus haut. Acheter Bitcoin, mais c'est de la folie. Euh, Vraiment, je trouve que c'est un des classes d'actifs les plus intéressants aujourd'hui. Et j'ai vraiment aucune idée de les vendre. Et en plus, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que pour moi, c'est les opérations blanches qui comptent. Pour moi, l'avantage, c'est que ça me génère du cash. Aujourd'hui, bon, j'ai encore pas mal de crédits, mais ça va au fur et à mesure. Surtout dans 4 ans, je vais avoir vraiment beaucoup de crédits qui vont arriver à l'échéance. Et pour moi, ça n'a aucun intérêt parce que d'ici 4-5 ans, j'aurai les loyers entiers qui vont tomber. Donc du coup, je pose vraiment pas de questions pour vendre les biens. Et je n'ai aucune idée sur l'évolution des prix. Donc l'évolution, effectivement, avec la réouverture des économies, même si j'en doute, c'est qu'on peut avoir un certain dynamisme dans les prix. Je pense que ça sera plutôt un dynamisme en termes de quantité des ventes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont repoussé leurs projets, notamment moi d'ailleurs, à cause du Covid, à cause de la pandémie, et maintenant elles vont revenir sur le marché, chercher plus agressivement, parce qu'ils ont marre de rester à la maison, ils veulent de l'air, donc du coup ça va créer naturellement de la demande pour l'immobilier. Avec les taux faibles, évidemment, les gens veulent s'endetter, avec les taux qui sont actuellement pratiqués par les banques, mais... Vraiment, s'il s'agit de l'investissement, parce que je mets complètement à part le sujet de la résidence principale, parce que ça, c'est vraiment une question personnelle que chacun en décide pour soi. Mais en termes d'investissement, si vous arrivez à trouver un bien qui génère du cash flow pérenne, allez-y. Je sais pas, je vois pas l'intérêt, parce que même si ça baisse demain, et si le loyer ne baisse pas tant que ça, dans ce cas-là, vous allez jamais perdre de l'argent. Vous spéculez pas sur le corps de prix de votre immobilier, vous créez des revenus passifs. En tout cas, c'est comme ça que moi j'investis. Je vous déconseille vivement de faire le marchand de biens. Le marchand de biens, c'est vraiment une activité pour les pros. Et si vous n'êtes pas dans le métier, si vous n'arrivez pas vraiment d'optimiser ces opérations, moi je n'ai jamais fait ça, hein. Donc ne mettez pas les pieds. C'est beaucoup plus simple de mettre en location et oublier de tous les problèmes de achat, revendre. Et après, en plus, ça se fait dans un contexte fiscal absolument absurde. Donc... au niveau de fiscalité, oui, on vit en France, on investit en France. Vous pouvez aller chercher ailleurs où la fiscalité est éventuellement moins importante, mais vous allez probablement retrouver le crédit bancaire qui est moins accessible. Vous allez probablement retrouver les banques qui ne vont pas vous financer à 100% ou à 110%. Vous voyez, il y a partout des avantages, des inconvénients. Oui, en France, on paye beaucoup de taxes, mais aussi en France, on peut investir avec zéro. Donc pour moi, encore une fois, c'est pas les taxes qui, comme on disait toujours avec Julien Flot, les taxes et les dividendes, c'est les cerises sur le gâteau. C'est pas Si votre projet tient la route, même si les taxes sont élevées,
Voilà, donc ça tient toujours la route. Donc, en fait, il faut tenir compte, surtout quand vous faisiez le projet de votre investissement, il faut tenir compte de la taxation dans le pays où vous allez investir. Ça, c'est important, évidemment. Il faut toujours tenir compte des taxes que vous allez payer. Donc, prenez ça en compte. Et d'ailleurs, pourquoi je conseille souvent d'en commencer par l'immobilier, c'est parce que l'immobilier, c'est comme un petit business. En fait, avant que vous commenciez à créer votre boîte ou monter votre start-up, investissement en l'immobilier, c'est un petit business qui vous permet de se familiariser avec de certaines pratiques qui vont par la suite vous être utiles en bourse ou, je sais pas, en start-up ou n'importe où. Parce que quelque part, c'est vraiment vous avez tout en cycle. Vous avez les clients, les locataires, vous avez la gestion, vous avez les dépréciations de certains actifs, vous avez les taxes à payer, vous allez rencontrer un certain nombre de problèmes, etc., etc. Voilà, et troisième question maintenant, c'est sur les SCPI avec la rentabilité de 4%. C'est une excellente question en fait, ce que demande Jean-François. Donc toujours sur l'immobilier, je me demande si les SCPI à crédit avec rentabilité de 4% ne sont pas finalement en bon placement en comparaison des galères liées à l'immobilier locatif en direct. Quand en direct, on a 7% brut, taxe foncière, syndic, CFE ou entretien, vacances locatives, temps passé à remplir les paperasses, ça revient presque au même. Non, j'adore perso les REITs, mais il faut les payer au comptant. Très bonne remarque, surtout sur le dernier. Effectivement, les REITs, c'est si vous avez eu de la chance d'être né dans une famille très riche et vous avez plein de cash, les REITs, je pense que c'est votre choix par rapport aux SCPI, clairement. Donc, mais les REITs diversifiés. Donc évidemment, donc vous avez une stratégie rentier que j'expose sur la chaîne, donc vous pouvez vous inspirer aussi un peu de même chose. Mais en tout cas, si vous avez beaucoup de cash, les REITs, c'est un très bon choix. Les SCPI, il y a un problème que vous ne mentionnez pas, et que ce sont des petites boîtes. En fait, le problème, c'est que les REITs, c'est des énormes boîtes, en fait, qui ont leur service commercial, des services juridiques, financiers, qui leur couvrent contre la hausse, baisse des taux, etc. Donc, c'est vraiment des pros. Les SCPI, c'est des commerciaux. En fait, les SCPI, ils prennent l'argent, ils le remettent ailleurs. Donc, en fait, ils sont intéressés de toucher leur marge, et point barre. Vous avez un conflit d'intérêts, en quelque sorte, entre un SCPI et vous. Tandis qu'entre les REITs et vous avez les mêmes intérêts. Vous n'avez pas de conflit, c'est clair, parce que souvent les gérants des REITs sont des actionnaires aussi dans le même REIT que vous. Et c'est une boîte dont l'activité, c'est la gestion et l'investissement dans l'immobilier. Tandis que les SCPI, leurs activités, c'est juste faire la sous-traitance. Donc du coup, pour moi, c'est surtout ce point qui me gêne dans les SCPI. Deuxième point qui est super chiant par rapport aux SCPI, un jour, quand vous voudriez de sortir de ces SCPI, surtout si c'est un fonds assez, on va dire, pas très général, mais un peu spécifique, vous n'allez pas avoir de liquidité. Et il faudra trouver quelqu'un qui vous rachètera vos parts. Ici, ça tombe mal et que vous voulez sortir pendant la crise, ce qui n'est pas impossible, parce que généralement, pendant les crises, on a besoin du cash. Vous risquez d'être bloqué, parce que vous risquez de ne pas trouver une contrepartie, et le marché des CPI peut être voire moins liquide que le marché physique. Notamment si vous investissez par exemple dans les grandes villes, forcément très probablement vous allez vendre plus facilement à Paris, à Lyon, à Bordeaux, qu'un REIT qui investit, je ne sais pas, dans les boutiques à Limousin, vous voyez. Bon, ça c'est un exemple ridicule que j'ai pris, mais en tout cas, les SCPI qui sont un peu spécialisés, on va dire, il y aura moins de personnes qui seront intéressées de les acheter chez vous. Et s'il n'y a personne qui pourrait les acheter chez vous, vous n'avez pas de contrepartie, du coup la banque va vous dire non, excusez-moi, les SCPI, vous ne pouvez pas le vendre comme ça. Donc, moi perso, je n'aime pas trop les SCPI, honnêtement, me paraît un peu compliqué, c'est que je ne fais pas confiance à cette contrepartie, parce que ils ne sont pas tellement intéressés de la performance de votre investissement, mais les SCPI sont intéressés de récupérer leur marge. Donc du coup, ils vont forcément investir quelles que soient les conditions. Tandis que les REITs, ils peuvent passer un petit peu de temps, mais attendre un bon moment. Donc stratégiquement, ils sont plus intelligents. Voilà, donc je passe à la deuxième partie de cette même question. Donc, idem que d'autres questions sur ta vision de répartition patrimoniale. Même sans donner des chiffres, tu peux nous donner en bilan chaque classe d'actifs.
Obligations, immobilier, physique, SCPI, rate, croissance, dividendes, crypto, cash, euro. Non, j'en ai déjà parlé en fait, je pense que j'ai déjà plus ou moins répondu à cette question. Donc en gros, moi principalement c'est l'immobilier physique, clairement, il y a un peu des REIT, mais les REIT, en fait, clairement, je l'ai ouvert pour le Mind You Cash, en fait, pour présenter ce portefeuille sur la chaîne. Donc pour moi, c'est pas... Vu que j'ai déjà de l'immobilier, pour moi, c'est pas principal. Et la dernière partie de cette question, en fait, ce qui me paraît d'ailleurs très spécifique à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a presque pas d'actifs défensifs. C'est ça le problème de notre ère, des QI, des planches à billets, etc., etc. Donc les actifs qui étaient vus comme les actifs défensifs, notamment les obligues, etc., aujourd'hui sont administrés. Est-ce que vous voulez investir dans le marché administré ? Moi, non, moi, ça me dit rien. Ok, peut-être que ça ne va pas s'écrouler parce que les banques centrales, la Fed et toutes les compagnies qui sont derrière, mais il n'y a pas de rentabilité. En fait, le marché obligataire, aujourd'hui, ça ne rime à rien. Donc, ça ne rime à rien. En fait, les taux que vous voyez là-bas, et les taux, évidemment, c'est une fonction linéaire du prix de l'obligation, vous risquez d'acheter les actifs survalorisés, même s'ils ne vont pas faire faillite. Et si un jour, le soutien des banques centrales prend la fin, dans ce cas-là, évidemment, les prix des obligations vont s'écrouler et ils vont s'auto-ajuster par rapport au risque des actifs derrière. Donc, voyez, donc le risque de défaut de l'Italie, c'est pas zéro. C'est pas 1% comme elle est aujourd'hui, ou même pas, je crois, il y a 0,5% aujourd'hui. Voilà. Donc du coup, non, je ne pense pas qu'il faut aller sur le... Honnêtement, pour raccourcir, parce que je ne veux pas trop parler pendant des heures à des heures, mais pour raccourcir, je ne pense pas qu'il faut... Aujourd'hui, il faut mettre les pieds dans le marché obligataire. Ensuite, idem qu'une question que j'ai posée précédemment. Quelles actions allemandes recommanderais-tu pour de la détention long terme orientée dividende pour se couvrir du risque d'éclatement de la zone euro et avoir des billets en Allemagne. Des billets en Allemagne. Bon, là, je sens l'influence d'autres chaînes. J'avais envisagé d'investir un IMO là-bas, avec crédit. Bon, d'ailleurs, pas mal comme idée, d'ailleurs. Parce que les rentabilités en Allemagne, vous allez voir que c'est vraiment impressionnant. Alors, en Belgique aussi, d'ailleurs. Pourtant, le pays quand même assez bien placé dans l'économie européenne, et surtout géographiquement. Mais c'est la galère, n'étant pas... Toi qui bosses en Suisse, tu n'as pas d'idée d'investissement là-bas, diversification monétaire. Donc pour commencer, je ne veux pas faire de commentaires par rapport à l'éclatement probable de la zone euro. Si vous attendez ce scénario, dans ce cas-là, il faut tout vendre. Il ne faut pas rêver, donc du coup tous les actifs vont être au plancher un jour, si un jour ça arrive. Mais en tout cas, c'est pas mon scénario, donc du coup là, je pense que il y a beaucoup de chaînes qui en parlent, donc beaucoup de commentateurs financiers qui aiment bien ce sujet, mais c'est pas du tout mon scénario de base, et même pas mon scénario alternatif. Donc je pense que dans telle ou telle manière, l'euro et la zone euro va être préservés, même si son efficacité, évidemment, il suscite des controversés différents, mais en tout cas, je ne peux pas vous conseiller quels sont les actifs pour acheter, pour se couvrir contre l'éclatement de la zone euro. Actions allemandes. En fait, les actions allemandes, c'est une bonne question. Je ne me pardonne pas d'avoir raté les occasions sur les automobiles allemands. C'est là où j'étais vraiment con. Je ne mets pas les cycliques en milieu de l'année 2020. J'en ai fait beaucoup de vidéos, j'en ai parlé. C'était une erreur, clairement. J'ai dû acheter Daimler, j'ai dû acheter BMW, j'ai dû acheter Volkswagen, j'ai dû avoir tout ça dans le portefeuille. Et quand je les vois maintenant s'envoler, je ne peux pas me permettre parce que encore une fois, j'ai été une victime des conneries, des idées absolument stupides que genre maintenant l'automobile va être remplacé par les Uber, machin. C'est un peu les mêmes styles des réflexions comme certains disent aujourd'hui que les bureaux à Paris vont être habités par des rats et des pigeons, que maintenant on va tous travailler de chez soi. C'est un peu les mêmes réflexions qui sont absolument à côté de la plaque. Il y en a toujours. On s'est fait influencer par ces idées-là à chaque fois. Ça nous affecte dans nos investissements et on rate des opportunités. J'ai toujours pas réussi de me débarrasser de ces biais psychologiques, en fait, clairement. Donc là, je vous conseille quoi. L'automobile allemand, c'est clairement bien, sauf que c'est cher maintenant, c'est revenu au prix normal. Et les autres sociétés allemandes, ce que j'aime bien SAP,
Je ne l'ai pas en ce moment en portefeuille, mais je le regarde. Il y a une autre société, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, elle s'appelle Infineon. J'ai mis en pause pour aller chercher, j'ai oublié le nom. Donc c'est une société allemande qui est dans ma liste. Après, les pharma, évidemment, il y a des pharma qui sont très intéressantes. C'est le Merck, en fait. En fait, Merck, c'est américain ou allemand, je sais pas. Bon, je crois que à la base, c'était allemand. En tout cas, elle est cotée en Allemagne. Et il y a aussi Bayer qui était vraiment mis par terre par l'affaire de Monsanto et qui est probablement une excellente histoire de style recovery. Donc voilà, c'est quelques idées sur le marché allemand qui me viennent sur l'esprit comme ça. Voilà, Avenir Mind You Cash pour moi le plus long possible. Bon, merci beaucoup. Donc là, c'est vrai que je vous ai déjà parlé que cet été, il y aura j'aurai de nouveaux services, nouveaux contenus que je vais proposer. Ça sera un club des options. Donc voilà, ça sera un club où il y aura une espèce d'une formation où et l'accompagnement que je vais proposer à des personnes qui s'intéressent aux options. En fait, je suis en train encore de réfléchir comment, par rapport au format, parce que le format, ça va dépendre beaucoup du nombre de personnes qui vont être intéressées. J'ai décidé de se lancer avec des options, justement parce que je ne m'attends pas qu'il y aura des centaines de personnes qui vont rejoindre le club. S'il y aura quelques dizaines, on pourra envisager éventuellement faire des calls, faire des réunions Zoom pour s'échanger des idées. Je vais évidemment publier toutes les opérations sur ces marchés optionnels que je fais tous les mois, parce que ça me crée des revenus passifs. Il y a une stratégie excellente pour créer des revenus passifs avec les options. Et en gros, je vais vous présenter tout ça en détail. Je vais publier à chaque fois quand je passe en trade ou quelque chose. Et en fait, une fois que vous êtes membre du groupe, vous allez recevoir systématiquement les mises à jour par rapport à différents marchés, par rapport à différentes opportunités, des informations intéressantes sur ce classe d'actifs et sur les investissements en utilisant les options. Et par la suite, évidemment, si ça va être un succès, je vais créer des clubs aussi pour plus spécialisés, genre les clubs pour ceux qui s'intéressent à l'investissement fondamental, gestion de portefeuille, mais d'une manière on va dire, plus classique. Genre comment gérer le risque, comment analyser les entreprises, les ratios. Donc encore une fois, il y aura une partie de formation, mais il y aura beaucoup de pratiques sur des trades réels. En fait, vous pouvez, au sein de ce club, vous pouvez vous adresser à moi, aux autres membres du club pour poser des questions. Si par exemple moi j'hésite, si j'achète ça, j'achète ci, est-ce que mon exposition pour cette action n'est pas trop grosse? Est-ce que mon portefeuille il est suffisamment bien équilibré? Un peu comme je faisais dans les séries de vidéos Le Cash des autres. C'est un petit peu dans cet esprit-là que ça va fonctionner. Voilà, donc le choix d'association pour le caritatif Mind You Cash. Oui, en fait, j'ai fait une liste j'ai vu qu'il y en avait personne. En fait, il y a peu de personnes qui m'ont donné des réponses, en fait, donc du coup, j'ai pas beaucoup de choix. Mais c'est quelque chose que j'ai prévu de faire au mois de mai. Et malheureusement, parce que je suis énormément en retard, justement avec les vidéos que je dois enregistrer toutes les semaines. Mais ça va être fait au mois de mai. Je vais en communiquer par rapport au choix d'une association caritative. Je pensais aussi à la SPA parce que vous, comme moi, visiblement, vous avez un chien. Donc, du coup, pour moi, les animaux, c'est important. Mais vu que beaucoup de personnes ont participé, je ne sais pas si toutes les personnes ont les mêmes sensibilités que moi. Donc, voilà. J'aime bien quand même de faire les choix plus généraux, en fait, on va dire, par rapport aux avis des autres personnes. Voilà. Ensuite, notre question, Ludovic. Salut Pavel, je tiens à nouveau te remercier pour le contenu et la qualité de sa chaîne, merci. Jean-François a bien déjà résumé la grande majorité. Je suis intéressé par ton avis sur l'immobilier. Bon, encore une fois, l'immobilier, j'ai l'impression que les gens sont prêts à tout acheter en ce moment. Penses-tu que c'est le moment que les prix vont baisser? Bon, encore une fois, je ne sais pas si les prix vont baisser ou s'ils vont monter. Et encore plus, je m'en fous complètement. Parce que pour moi, le principal, que les investissements immobiliers que je fais me rapportent du cash flow. Donc si après ils vont baisser et continuer à me rapporter du cash flow, je ne vais pas pleurer parce que moi, je n'achète pas pour les revendre. Donc du coup, pour moi, quelle que soit la configuration du marché, aujourd'hui, je n'investis pas beaucoup dans l'immobilier parce que déjà, j'ai un projet personnel et je me focalise plutôt sur la bourse aujourd'hui. Et pour la gestion commence quand même à être assez lourde pour moi, donc pour un point de vue immobilier physique en direct. Donc je ne suis pas sur le marché immobilier activement, donc hors la résidence principale.
Mais en tout cas, encore une fois, si vous vous posez la question, je ne sais pas quel âge vous avez, Ludovic, mais c'est ne posez pas vous des questions, ne vous posez pas trop de questions par rapport à l'évolution future de prix. De toute façon, vous ne le savez pas. Si les taux vont monter, si jamais la BCE arrête le soutien des marchés obligataires, les prix vont s'écrouler. Mais c'est pas nécessairement un problème parce que les gens vont pas vivre dans la rue. Si vous avez des locataires qui sont là, c'est juste qu'ils vont continuer à payer. Et si vous doutez qu'ils vont continuer à payer, si par exemple vous voulez les rendements à 12-14% net, je dis sérieusement net, dans ce cas-là, effectivement, vous risquez de vous retrouver avec des locataires qui sont probablement un peu plus risqués, avec des dossiers un peu plus risqués. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de prendre des assurances ou de couvrir contre les impayés de telle ou telle manière, parce qu'il ne faut pas laisser les risques ouverts, comme on dit en bourse. Donc, si vous doutez de votre locataire, et moi je doute de tous les locataires, parce que même si les locataires qui sont de bonne foi peuvent tout simplement se retrouver en difficulté, soit prenez une assurance des impayés, on va dire l'assurance de garant qui pourrait payer pour lui, c'est pas sûr, hein. Franchement, je vous dis que c'est pas une garantie suffisante. Il y a des assurances pour les locataires qui sont vraiment des faibles salaires. Vous allez avoir des APL, donc qui vont quand même vous garantir en certains cash flow. Mais par contre, il y a des vices cachés. En fait, il y a des pièges avec ces APL. Mais c'est bon. Je ne veux pas que le Money Cash devienne la chaîne sur l'immobilier, mais en tout cas, formez-vous. Formez-vous avec ceux que... parce que dans chaque stratégie, il y a ses risques, il y a ses avantages, ses inconvénients, mais n'ayez pas des préjugés. Parce que même avec la population, on va dire, populaire, en fait, avec les locataires des classes populaires, on peut trouver des bonnes stratégies, et c'est souvent des stratégies qui génèrent beaucoup de rentabilité, beaucoup de cash flow. Mais par contre, il faut être très balèze dans la partie sociale, administrative, comment vraiment ne pas s'exposer trop sur des risques en faisant ce genre d'affaires. Et à la fin de cette vidéo, il y avait une question qui m'a été posée sur une entreprise indienne qui s'appelle Infosys. Donc là, je vais regarder un petit peu, faire l'analyse rapide. Donc là, du coup, on revient dans notre présentation habituelle. Infosys, qu'est-ce qu'ils font déjà ? Donc ça, c'est le software, programming, technologie. Bon, en Inde, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sous-traitent, en fait, surtout l'informatique en Inde. Donc, c'est une société de conseil, technologie, outsourcing. Donc, voilà, vous voyez, donc sous-traitance des services de nouvelle génération. Après, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sous-entendent par les services de nouvelle génération. En tout cas, c'est une société high-tech. Regardons les ratios, comme d'habitude. Donc, PE ratio 30 pour une entreprise technologie, ça va, ça ne me paraît pas très cher. Après, 5,7 chiffre d'affaires annuel pour le market cap. Ouais, c'est pas bon marché, mais c'est quand même ça peut aller, on va dire. Donc les marges sont pas stratosphériques, mais elles sont quand même très confortables. Très bien. Ah, par contre, la rentabilité, elle est vraiment superbe. La moyenne de 5 ans, si on tient compte de la dette, il y a 23, même presque 24% de rentabilité. En fait, ROIC, justement, vous voyez, donc c'est là où on peut trouver une synergie entre l'investissement immobilier et l'investissement en bourse. ROIC, ça ressemble beaucoup à la rentabilité presque nette, avant impôt, de vos investissements immobiliers. Et attention, parce qu'Infosys, c'est les cotés en Inde, mais les cotés en ADR, en fait. ADR, c'est une American Deposit Receipt. Donc ça, c'est un instrument financier qui est dérivé, qui est indexé sur l'action cotée en Inde. Donc faites attention à ce document, parce que d'ailleurs, elle peut avoir des frais supplémentaires, ce document, cet instrument. Pas toujours, mais peu. Et en plus, là, il y a la croissance des bénéfices, donc c'est pas trop mal. Presque pas de dette, ça, j'aime beaucoup. Et le dividende qui est quand même assez confortable. Donc là, je trouve que c'est pas mal comme choix, donc bravo. Donc maintenant, de point de vue technique, mais encore une fois, je regarde de manière très générale, en fait, je ne veux pas en détail de l'activité. Donc on voit bien qu'ici, il y a un trend haussier quand même assez bien, assez facile à identifier. Donc là, on est vraiment en bas de ce trend. Donc, je trouve que c'est pas mal comme point d'entrée. Après, et en plus, il y a des gros volumes qui se sont faits autour de ces niveaux. En fait, ça, c'est en devise indienne, c'est en roupie indien, j'imagine.
Et ça fait partie de Nifty, je crois, de l'indice indien, j'imagine. Donc, moi, c'est pas ce que j'imagine. Je sais que c'est l'indice indien, mais j'imagine qu'il fait partie de cet indice, cette action, parce qu'elle est assez grosse. Donc, je crois il pèse 60 milliards, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est une très grosse entreprise. Et donc là, pour moi, il y a Tech. Bon, après, c'est un peu difficile si j'essaie d'appliquer le même pattern des Elliott avec des vagues Elliott. Je vais peut-être essayer de dessiner quelque chose. Après, parce que comme ça, ce n'est pas super évident en fait pour faire dans ce cas-là. Donc moi, je le dessinerai comme ça, probablement. Je peux me tromper, hein, encore, je ne connais pas très bien cette valeur. Pour moi, on a terminé la vague, 5e vague. Et maintenant, nous sommes dans la correction de style ABCD, normalement. C'est un peu le même principe comme je vous ai montré dans la vidéo de Café de dimanche dernier. Donc normalement, nous devrons avoir un rebond. Je pense que c'est vraiment un très bon point d'entrée. Si ce rebond se confirme, dans ce cas-là, on devrait remonter vers là pour ensuite retomber vers là-bas. Moi, je vois un scénario comme ça. Mais après, je ne comprends pas le contexte fondamental. Il faut vraiment comprendre pourquoi fondamentalement il a baissé aussi fort. Vous voyez qu'avec les gros volumes, on voit qu'il y a eu une baisse avec un gros volume. Donc probablement il y a une raison fondamentale pour ça. Et si cette raison elle est suffisante pour casser éventuellement le trend haussier, dans ce cas-là, ça peut être compliqué. On peut vraiment retomber encore plus bas. Mais en tout cas, c'est une société qui est quand même très rentable, avec très peu de dettes. Je ne vois pas spécialement de problème pourquoi on devrait s'inquiéter. Voilà. Donc, je retourne notre view, où vous pouvez voir ma tête. Voilà, je ne sais pas si c'était la dernière question ou pas. Voilà, donc là, oui, effectivement, ça, c'était la dernière question. Donc, cette vidéo un peu longue, j'ai peur, donc je vais essayer. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été intéressant. Ça nous a permis peut-être de parler un petit peu plus, de se connaître un peu mieux. Donc, rejoignez-moi sur Telegram, donc sur YouTube, évidemment. Mettez un like, n'oubliez pas de mettre un like, s'il vous plaît, si vous trouvez que ce format est intéressant. Dans ce cas-là, on va le faire plus régulièrement, probablement une fois que je vais dépasser 10 000 abonnés. Donc, n'oubliez pas de partager ces vidéos à des personnes qui peuvent être intéressées par la bourse. Une fois que j'ai 10 000 abonnés, on pourra le faire dans le mode live, parce que je vais peut-être relancer des lives, comme ça on pourra discuter en direct sur la chaîne Mind the Cash. Je vous souhaite le meilleur, Mind the Cash. Très bientôt, bye bye.